Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Quatrième journée du défi, une vidéo par jour en février, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que les vidéos plus ou moins vous plaisent, j'ai vu les commentaires, pas mal de gens s'abonnent et ça c'est vraiment cool, merci encore à tous. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce qu'il y a les avant-premières Cauchemars du Fantôme qui continuent et à côté de ça j'ai une grosse Challenger Cup qu'on va commenter à partir de 11 h, donc là probablement au moment où vous regardez cette vidéo ça a commencé sur twitch.tv/VinceHS, un tournoi international avec 32 équipes qui vont s'affronter en 3v3, donc ça j'avoue que j'ai hâte de commenter. Et aujourd'hui on va s'intéresser à Cauchemar Fantôme. Vous allez me dire c'est une vidéo un peu bateau parce que c'est un peu une vidéo que tout le monde fait, mais j'avais envie de donner mon avis là-dessus et je vais vous donner 5 cartes qui selon moi valent le coup d'être récupérées. Attention, ce n'est pas un top 5, ce n'est pas les 5 meilleures cartes, même si je pense que vous allez en reconnaître certaines d'entre elles qui sont évidemment incontournables. Mais l'idée, c'est que j'avais envie de donner un peu mon avis sur tout ça et discuter avec vous. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner les potes, ça fait toujours plaisir, encore une fois, c'est 2 clics totalement gratuits qui me soutiennent énormément. On est parti pour ce petit... alors, j'aime bien dire top 5, mais c'est pas vraiment un top 5. Les 5 cartes que je vous conseille de récupérer dans cette extension. Et la première, mesdames et messieurs, pour la 5e place, c'est Mutamorphosis, une magie normale secrète rare qui sacrifie un monstre fusion ou un monstre synchro. On invoque spécialement un monstre depuis le deck avec le même niveau que le monstre sacrifié, enfin, le niveau du niveau original du monstre sacrifié. Compliqué, hein, compliqué. Mais on le retourne en main en fin de tour, évidemment, c'est quelque chose qui n'arrivera pas vu qu'on s'en servira pour faire des invocations. Pourquoi cette carte est intéressante à récupérer? D'abord, avant de parler de ça, je vous explique pourquoi les scans sont un peu dégueulasses. En tant que partenaire Konami, tant que l'extension n'est pas officiellement sortie, je ne peux pas vous montrer soit les cartes en vrai, soit des scans qui ne viennent pas de contenu officiel. Et donc, voilà pourquoi les scans sont comme ça. Il me paraissait quand même assez indispensable de parler de l'extension. Et voilà pourquoi vous allez avoir des extraits découpés tout simplement de vidéos d'avant-première de partenaires officiels. Donc Mutamorphosis est une carte qui n'aura pas d'impact dans la bêta tout de suite. Il n'y a pas de débat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait un peu de clickbait et qui en ont parlé sur YouTube en mode c'est la nouvelle carte exceptionnelle. Non, ce n'est pas la nouvelle carte exceptionnelle, mais c'est une carte qui peut potentiellement avoir un impact sur une méta d'un week-end, sur une méta de 2 semaines. Qui a totalement été le cas d'une carte qui lui ressemble beaucoup comme Duality. Alors vous allez me dire c'est pas exactement la même carte, mais c'est un peu la même utilité. Pourquoi je vous conseille de récupérer Mutamorphosis? Parce que vu qu'elle ne sera pas méta, je pense qu'elle va simplement coûter quelques euros et qu'elle va vite s'effondrer en prix. Et à partir du moment où elle va s'effondrer, ce sera le moyen pour vous de soit l'ignorer totalement et potentiellement si un jour elle est jouée et que vous avez envie de la tester, bah regretter parce qu'à ce moment-là forcément elle va grimper. Soit vous allez tout simplement mettre quelques euros, récupérer cette carte. Donc moi mon pronostic, cette carte ne coûtera jamais plus de 5 balles. Et à partir de là, ça va vous permettre tout simplement de récupérer cette carte. Alors vous allez me dire, mais Vince, c'est peut-être des euros que je vais jeter parce que la carte, ça se trouve, sera jamais jouée. C'est possible, la carte sera peut-être jamais jouée, mais je pense que ce genre de carte, c'est utile à avoir x3 dans son classeur au cas où, à un moment, la carte devient bien ou qu'on a envie de la tester pour ne pas avoir à la payer trop cher après, une fois qu'elle a fait top. Donc voilà pourquoi je pense que cette carte est intéressante à récupérer. Quatrième carte qui va rentrer un peu dans la même dynamique que Mutamorphosis, c'est pas une carte extraordinaire du tout, mais c'est Vedos. Vedos, le boss de la stratégie Héros Cendré. Héros Cendré est une stratégie qui a été révélée lors de Cauchemar Fantôme et qui n'existe pas en OCG. Vedos, il a une faculté qui est intéressante parce que pendant la main phase, lorsqu'il est dans la main en effet rapide, on peut cibler une carte terrain, on la détruit et on invoque Vedos du côté adverse du terrain. Et lorsque Vedos quitte le terrain, il va détruire tous les monstres sur le terrain. Il a un autre effet si vous jouez exactement Héros Cendré, c'est que lorsqu'il est invoqué de cette façon, il peut poser le piège continu qui vous permet de le récupérer. Pourquoi je pense que Vedos est intéressant? Encore une fois, c'est le même principe, c'est parce qu'il sera pas cher. Globalement, la metagame devrait être dominée par 3 archétypes nouveaux parmi les archétypes proposés. Il s'agit de Fire King, enfin, 3 archétypes nouveaux, pas mon nouveau, mais Fire King, Snake Eyes et Rescue Ace. Peut-être que Voiceless Voice aura son mot à dire. Mais voilà globalement les 4 decks qui selon moi vont ressortir un peu, même si comme vous le savez les tournois aujourd'hui c'est une multitude de decks, c'est un énorme zoo et je vous parle juste de stratégies qui peuvent rentrer dans ce zoo. Et donc à partir de là, Vedos n'est pas censé être une carte qui sera galère à récupérer, donc la récupérer a 2 impacts. Un, si Konami décide de faire de cet archétype TCG exclusive un bon archétype dans les prochaines extensions, bah vous l'aurez récupéré à moindre coût tant qu'il était nul. Et 2, si jamais vous voulez vous en servir en tant que tech card dans le cas où un jour les decks terrain deviennent trop forts, enfin
dans le cas où un jour un deck qui dépendra trop d'un terrain sort, eh bien vous aurez votre peut-être hand trap qui aura un impact. Donc à partir de là, j'ai quand même l'impression que tout est bon dans le Vedos. Encore une fois, comme Mutamorphosis, c'est une carte à ne pas prendre Day One, c'est une carte qui va s'effondrer parce que je pense qu'Hero Cendré n'est pas une stratégie viable dans un premier temps. Peut-être que je me trompe. On servira de la vidéo pour rigoler si c'est le cas. Mais voilà pourquoi Vedos est selon moi une carte très très intéressante à récupérer. Le top 3, il y aura globalement pas de surprise, mesdames et messieurs. Je pense qu'on va être sur des cartes que vous attendez tous, mais je vais vous expliquer pourquoi certaines cartes sont plus intéressantes que d'autres et pourquoi il faut absolument les avoir. Troisième, la princesse Prométhée, donneuse de flammes, Link 3, véritable plateforme autour duquel tout tourne en termes de deck feu. Très 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 intéressante. Je pense que c'est une carte qu'il faut avoir de côté dans son extra deck. C'est une carte qui va coter, c'est une carte qui va être très très demandée par les joueurs parce qu'elle va être jouée dans énormément d'extra decks différents dans les decks méta. Petit rappel sur ce qu'elle fait, évidemment, lorsqu'elle arrive, elle peut faire Reborn sur un monstre feu et lorsque un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de l'adversaire tant qu'elle est dans le cimetière, on peut target un feu qu'on contrôle, on le pète et on pète un monstre de l'adversaire tout simplement pour l'invoquer spé. Hier, j'entendais Pac qui expliquait qu'apparemment, elle a besoin de détruire qu'une seule des deux cibles pour tout simplement résoudre son effet. À vérifier, évidemment. Mais voilà, cette carte est très attendue et cette carte est évidemment très très demandée par les joueurs. Le fait que ce soit une ultra fait qu'il y en aura beaucoup plus sur le marché. Mais malheureusement, cette carte-là, je pense qu'on ne pourra pas, un, passer à côté et deux, entre guillemets, outplay l'offre et la demande. Je pense que cette carte sera extrêmement coté et qu'on ne pourra pas passer à côté malheureusement. Top 2, et là vous allez être étonné parce que top 2 pour moi c'est Poplar. Beaucoup de gens estiment que Poplar est la meilleure carte du set. Ils ont raison, ils ont factuellement raison par rapport, si on parle juste de l'impact dans la méta à la sortie, cette carte est la meilleure carte du set. Donc on voit l'ongle de Farfa évidemment sur ce screen. Poplar est la carte la plus attendue et la carte qui va tout simplement rendre fou énormément de joueurs. Pourquoi elle va rendre fou énormément de joueurs? Parce que lorsqu'elle est ajoutée à votre main, sauf en la piochant, on peut la spé, ça vous fait un extender, et en plus de ça, bah, une fois sur le terrain, il peut tuto une carte magie Snake Eye directement. En plus de ça, lorsqu'il est envoyé au cimetière, on peut cibler un monstre feu dans le cimetière et le mettre directement en zone magie piège. Il est extrêmement complet, extrêmement fort, et il va donner une nouvelle vitesse à la metagame qui va être absolument indéboulonnable. Alors la question c'est, est-ce que ce sera plus intéressant de l'exploiter en Rescue Ace, en Fire King ou en Pure Snake Eye? Mais cette carte offre énormément de possibilités et je pense que les possibilités offertes sont tellement multiples que ça va permettre aux meilleurs joueurs, en tout cas dans un premier temps, tant que les decks ne seront pas stables, de se démarquer. Et c'est quelque chose qui est plutôt bon parce que moi j'aime bien quand les meilleurs joueurs peuvent se démarquer. Ensuite, pourquoi Poplar va être cher et galère à récupérer? Bah parce que, un, déjà c'est une ultra, alors merci, c'est pas une secrète, bravo à Konami pour ça, mais à côté de ça, il y a trop de hype autour. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, l'impact de l'OCG sur la manière de penser des joueurs en TCG est énorme, beaucoup plus qu'auparavant. Et à partir de là, cette carte-là, si jamais vous l'ouvrez, bah, sachez que vous avez une belle monnaie d'échange pour récupérer des cartes qui vous intéressent. Mais en plus de cela, bah, c'est une carte qui ne pourra pas décoter à moins d'une banlist ou d'une réédition extrêmement rapide. Donc vraiment, cette carte-là, elle est trop forte. J'aurais pu la mettre en top 1. Je ne la mets pas en top 1 parce que selon moi, il y a une carte qui est beaucoup plus importante à récupérer rapidement. Parce que ça peut être un acteur entre guillemets qui pourrait mais qui pourrait exister dans notre méta, et je vais le montrer maintenant mesdames et messieurs, c'est Lo, The Prayer of the Voiceless Voice. C'est la seule secrète rare que je vous présente ici dans les 3 premières cartes. Évidemment, il y en a eu 2 au début, mais encore une fois, c'était 2 cartes qui étaient théoriquement, selon moi, faciles à récupérer. Lo est la carte autour de laquelle tourne tout l'archétype Voiceless Voice. Voiceless Voice a eu énormément de complications, énormément de difficultés à s'imposer en OCG lors de la sortie de Phantom Nightmare. Est-ce que c'est à cause de l'impact de Maxé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que Feu est trop fort? Aujourd'hui, on voit qu'avec Legacy of Destruction, c'est un deck qui existe. Dans le cas où ce deck n'existe pas, bah, c'est probablement un deck qui ne sera pas forcément touché par les potentielles listes de limitation, et à partir de là, c'est un deck qui derrière sera très fort.
Et on va dire que c'est pas forcément le deck qui est attendu comme étant un des meilleurs, mais qui quand même est très plébiscité par les joueurs parce qu'il a un style de jeu qui est un peu différent. C'est des rituels, en plus c'est des rituels qui payent pas vraiment le coût de leurs rituels, donc forcément tout de suite ça donne envie de s'y intéresser. Et du coup, l'eau aujourd'hui en précommande est extrêmement demandée, elle est extrêmement chère déjà, mais il faut en avoir 3 en secrète. Et globalement, voilà. Pourquoi je la mets en 1? Parce que je pense que, et je pense que tout joueur de tournoi qui a envie potentiellement de jouer méta un jour ou un autre, il doit avoir dans un petit coin de sa tête, pendant qu'il est en train de jouer Poplar et Princesse, que il faut récupérer 3 lots dans son classeur. Pour moi, c'est la priorité numéro 1 d'un joueur de tournoi aujourd'hui. Parce que en fait, récupérer 2 ultras, c'est pas compliqué pour un joueur de tournoi. Il va faire des tours toutes les semaines, il fait des échanges, il a des lots, whatever. Par contre, récupérer un playset de secrète qui va avoir comment dire, une route qui va être assez instable en termes de prix. Je sais pas du tout ce que ça va valoir. Je trouve que l'eau est très chère actuellement en précommande. Mais en fait, l'idée, c'est que je pense qu'elle ne baisse. Enfin, si elle baisse, elle baissera pas tant que ça. Et donc, à vous d'essayer de trouver les bonnes strats pour la récupérer. Encore une fois, c'est mon avis. Je suis pas convaincu. Je dis pas que j'ai forcément raison ou quoi. Mais personnellement, voilà comment j'aborderais cette extension si c'était évidemment à moi de l'aborder en tant que joueur qui récupère les cartes à droite à gauche pour être sûr de pouvoir savoir quoi jouer ou quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi, parce que c'est vrai que finalement, y a un échange quand même qui se fait dans les commentaires. Je vous vois répondre. Je réponds pas forcément énormément, mais sachez que je lis tout. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Pour ceux qui veulent me rejoindre, Twitch toute la journée pour commenter la Challenger Cup. Des bisous, prenez soin de vous. Au revoir.